Pour apporter aux autres, il faut aussi vivre l'intériorité. On ne peut transmettre, on ne peut donner que si l'on a vécu. Donc, je suis obligé de me protéger et de vivre dans mon sanctuaire, qui est mon atelier, où personne n'y entre. Et où là, dans le silence, je vais au cœur des choses. L'itinéraire de Rémi Maillard a connu bien des détours avant d'atteindre ce sanctuaire où se consume le feu sacré de la Laque. Tour à tour moine, peintre sur soie, styliste de haute couture pour de grands noms de la mode, il découvre la Laque en 1982 par l'intermédiaire d'une amie, Paulette Bonizek. Une véritable révélation. Commence alors un long apprentissage ponctué de voyages en Extrême-Orient, de stages dans les ateliers chinois de Paris, d'études afin de parfaire les différentes techniques de son art. La laque en elle-même est un métier de très haut niveau. Il faut avoir de grandes connaissances, autant au niveau de la peinture. C'est un métier aussi où il faut être doreur, travailler les métallisations, la gravure, la sculpture, l'incrustation. Donc c'est assez large au niveau de l'expression graphique. Il y a même un troisième décor qui peut s'utiliser, c'est le travail du ponçage. Donc le travail en lui-même est surtout un travail de patience, parce qu'il faut toujours poncer, poncer, poncer. Un travail basé sur le temps. La Laque est un voyage dans le temps. Réputés imputrescibles, les objets laqués les plus anciens ont été découverts en Chine et remonteraient à plus de 40 siècles. La laque à l'origine est une substance naturelle, végétale ou animale, comme le latex de l'arbre sumac, une résine à présent interdite d'importation en France de par sa dangerosité. Ce sont des problèmes cutanés, ce sont des leucémies. C'est un vrai poison. Alors soit qu'on réagit, soit qu'on n'y réagit pas. Même certains Asiatiques allaient jusqu'à en absorber de façon à s'immuniser. Les progrès de la chimie moderne aidant, certains optent pour la mécanisation et les polyuréthanes. Rémi Maillard préfère lui l'utilisation de produits naturels afin de restituer la facture traditionnelle de la laque. Une tradition partie de Chine qui s'est épanouie au Japon où la matière et les techniques ont été sublimées. Et ensuite, donc, il y a eu autant de techniques qu'il y a de pays d'Asie. Très vite, ça s'est propagé dans toute l'Asie. Et ce sont donc ces techniques traditionnelles, millénaires, que l'on fait perdurer aujourd'hui. La préparation du support est de la plus haute importance. De tout temps, le bois a été le support de la laque. C'est un support vivant, très facile à mettre en forme et sur lequel tout s'accroche. Si aujourd'hui le laqueur peut travailler directement sur le bois, dans le passé, il était nécessaire de le recouvrir d'un enduit. Traditionnellement, on a utilisé un enduit, et pour cause, parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas nos machines à découper le bois, et les surfaces poncées comme on peut avoir aujourd'hui pour avoir une planité parfaite. Donc, très souvent, c'est comme les icônes, on faisait une planche avec 5 morceaux de bois. Donc, c'est de là qu'est venu l'entoilage, de façon à solidifier l'ensemble. On collait, souvent avec une colle animale, soit du papier, ou pour les plus riches, c'était de la soie. Lorsqu'on fait une restauration, on voit bien toutes ces évolutions, ces étapes. Nous, en Europe, on utilise ce qu'on appelle de la tarlatane. C'est aussi la toile à beurre, c'est une toile très fine qui se colle avec une colle animale, colle de peau de lapin. Et ensuite, donc, on utilise le gros blanc, qui est utilisé toujours en encadrement. On utilise aussi pour les icônes.
et qui est faite à base de craie et de colle peau de lapin. Et il n'y a jamais moins de 18 couches, recto verso, qui en 2 appareillages différents vont être à la fois pochées, à la fois passées, étalées avec un couteau, de façon à remplir, à combler les vides. Et ensuite, ces supports vont être poncés et imperméabilisés. Donc on va l'imperméabiliser avec une laque diluée. La préparation du support demande des semaines, voire des mois d'efforts entre les temps de séchage et de ponçage. Cette étape cruciale franchie, la création artistique peut enfin s'exprimer. La coloration se fait à partir de pigments minéraux. Traditionnellement, il n'existait que 4 colorants particulièrement toxiques capables de se mélanger à la laque naturelle. Le sulfure de mercure pour le rouge, l'oxydation de la laque elle-même pour le noir, le sulfure d'arsenic pour le jaune et enfin l'indigo pour le vert foncé. Heureusement, de nos jours, le laqueur a la chance de disposer d'une plus large palette chromatique. C'est assez rare de trouver du bleu souvent en laque, ou du violet, et c'est toutes ces couleurs qui me plaisent. C'est ces couleurs que je vais rechercher justement, ces couleurs qui sont peu connues. La plus difficile, c'est du gris. Parce que bien évidemment, avec des résines naturelles, ambrées, le gris va tendance à jaunir et a tendance à être marbré. Bon, le plus flatteur, c'est le rouge, mais la plus belle, c'est le noir. Parce que le noir, c'est le miroir. Dans le noir, il y a toutes les couleurs. Vous pouvez avoir aussi bien un noir vert, un noir rose, un noir mauve. Si vous savez regarder, il y a toutes les couleurs qui s'y reflètent dedans. Le noir pour les Asiatiques, c'est l'eau. C'est aussi la vie. Des ténèbres ou de l'obscurité vient la lumière. Et c'est vrai que dans le noir, en lac, tout est dit, tout se voit. La moindre imperfection, vous la captez, vous la voyez.